Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jean-François Saulnon, auteur chez Tempus d'un ouvrage intitulé « Les couples royaux dans l'histoire », est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Parmi ces couples couronnés que décrit et que raconte si bien Jean-François Saulnon, nous avons mis en exergue celui que formèrent Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique. C'est elle essentiellement que je vais vous présenter dans un instant et je suis heureux que Jean-François ait accepté de venir nous en parler. Et j'imagine qu'ensuite nous irons faire un tour du côté de Grenade en Andalousie. Oh, mais vous imaginez bien, Anissa, Grenade a pris le cœur de Vanessa Za, le cœur mais pas la voix heureusement. Quant à celui de Lorena Martin, pour tout vous dire, il est à Grenade depuis longtemps, que dis-je, depuis toujours. 1492 est une des dates adoptées par les historiens comme point de basculement entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Bien sûr, définir une borne entre deux époques, c'est quelque chose d'artificiel. 1453, 1492, il y en a d'autres possibles. Celle-ci m'a l'air quand même assez pertinente, d'abord parce que le premier voyage de Christophe Colomb a lieu cette année-là. C'est le signe d'une Europe en quête d'horizons nouveaux, marquée par toutes sortes de transformations, une nouvelle compréhension du monde qui se dessine, des États aussi plus structurés qui sont en train d'émerger en cette fin de XVe siècle. Ils sont la matrice d'une puissance européenne nouvelle et qui va se révéler bientôt conquérante. Une personnalité peu banale, à la fois célébrée, controversée, a été aux premières loges de ces changements, des changements auxquels elle a à sa manière apporté sa pierre. Cette reine, cette mère fondatrice, si l'on veut, de l'État espagnol, est restée célèbre sous le nom d'Isabelle la catholique. Au moment de sa naissance, donc là nous remontons quelques 40 ans en arrière, en 1451, avril 1451, nous sommes dans la région d'Avila, l'Espagne n'existe pas telle que nous la connaissons. La péninsule ibérique est divisée entre plusieurs royaumes chrétiens rivaux qui au fil des siècles ont grignoté les possessions arabo-musulmanes. C'est ce qu'on appelle la Reconquista, vous savez, la reconquête du territoire espagnol contre les musulmans. Isabelle est le 4e enfant de Jean II qui règne sur le royaume de Castille et Léon. L'État de Castille, c'est le plus puissant de la péninsule. Au départ, il y a assez peu de chances pour qu'elle règne, puisque je vous dis, 4e enfant. Son père meurt alors qu'elle n'a que 3 ans. La petite fille vit à ce moment-là auprès de sa mère, une mère dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est psychologiquement déséquilibrée. Ça va durer jusqu'à ses 13 ans. Et puis, Isabelle rejoint la cour de son demi-frère, le roi de Castille, Henri IV. L'homme est bien plus âgé qu'elle, il est versé dans des distractions en tout genre, beaucoup plus que dans la haute politique. Il a du mal à s'imposer, disons-le, notamment face à ces grandes, face à cette haute noblesse castillane tellement dure. Des troubles vont éclater, le roi Henri est l'objet de toutes sortes de critiques. Même sa capacité à engendrer un héritier est remise en cause. Beaucoup affirment que sa fille unique, Jeanne, ne serait pas de lui. Cette nièce d'Isabelle est même surnommée la Beltraneja, c'est-à-dire la fille d'un certain Bertrand de Cueva. On sait donc de qui elle est la fille, théoriquement. Situation très délicate, qui va évidemment beaucoup servir la jeune Isabelle, dont pour l'instant pas grand monde ne se méfie. Joseph Pérez précise: la capacité de dissimulation de cette jeune fille est étonnante. Rien chez elle n'attire l'attention. Sans être laide, elle ne semble pas avoir impressionné ses contemporains par sa beauté. On sait seulement qu'elle était de taille moyenne, très blonde, un peu grassouillette, qu'elle avait le teint clair, les yeux bleus et le nez un peu épaté. On voit un peu le genre d'adolescente assez banal finalement, qui va dissimuler un stratège extraordinaire, un stratège patient comme une araignée au centre de sa toile, si je puis dire. Alors d'abord, face aux rébellions, Isabelle se tient tranquille, elle est fidèle au roi Henri, et puis comme ça, sans crier gare, elle va changer de camp et rejoindre son autre frère, Alphonse, qui lui est à la tête de l'insurrection. Alphonse ne tarde pas à mourir, Isabelle se retrouve à ce moment-là dans une position extrêmement intéressante. Les rebelles lui tendent littéralement la couronne qu'elle a l'habileté de ne pas accepter. Elle préfère chercher un compromis avec son demi-frère, avec Henri IV. Sensible à son respect pour la dignité royale, raconte Jean-François Saulnon, pourtant dévaluer cette dignité, Henri IV l'a reconnue comme héritière. Il suffirait à Isabelle, semblait-il, d'attendre la mort du roi, son aîné de 20 ans, pour lui succéder. En retour, elle s'engageait à ne pas se marier sans l'agrément du monarque, et celui-ci promettait de ne pas la marier contre sa volonté.
la Beltranera est écartée, bien que sa bâtardise ne soit pas confirmée officiellement. Et dans ce contexte, donc, Isabelle est maintenant le parti des partis, si je puis dire. Elle est la jeune fille à épouser. Son futur mari peut espérer un jour régner à travers elle sur la Castille, et dès lors, imaginez toutes les propositions. Même un frère du roi de France, Louis XI, va postuler. Également le roi de Portugal, bien entendu. Enfin, plusieurs candidats comme ça, très prestigieux. Elle a 18 ans, Isabelle, à ce moment-là. Caractère bien trempé, vous l'aurez compris. Elle a bien l'intention de décider elle-même de son avenir, au mieux de ses propres attentes. C'est elle qui va décider tout ça. Elle s'intéresse à Ferdinand d'Aragon, qui a 17 ans, qui est l'héritier du royaume voisin, le royaume d'Aragon. Certains lui ont conseillé ce choix. Il faut dire que l'Aragon est moins puissant que la Castille. Le rapport de force au sein du couple peut donc être favorable à Isabelle. C'est intéressant pour elle, cette affaire. D'autant plus qu'elle engage une négociation terrible. S'il veut se marier avec elle, Ferdinand va devoir s'engager à respecter les prérogatives de sa femme. Elle ne sera pas reine de Castille seulement en titre, elle le sera de fait. Sans l'aval en théorie indispensable d'Henri IV, l'affaire va se conclure. Rappelez-vous, ça faisait partie des conditions. Elle fait comme si de rien n'était. Isabelle, à la fin de l'été 1469, s'enfuit. Elle s'installe à Valladolid. Ferdinand, pour sa part, va faire le voyage sous une fausse identité. C'est une belle histoire, bien entendu. Lui se méfie des opposants à ce mariage, des opposants qui ont tout intérêt à voir tout ça échouer. Autre problème, si Isabelle et Ferdinand veulent s'unir, ils ont besoin, en raison de leur cousinage, d'une dispense pontificale. Et bien qu'à cela ne tienne, Ferdinand, pour ne pas retarder les noces, fournit une fausse dispense, sans qu'on sache à quel point Isabelle était ou non au courant. Elle a fait semblant d'y croire, en tout cas, et le mariage a lieu. Ainsi, la dynastie qui devait s'ériger en protectrice intransigeante de la foi, nous dit Philippe Erlanger, fut-elle fondée grâce à un sacrilège et un outrage au Saint-Père. C'est seulement quelques années plus tard que l'Église sanctionna le fait accompli. En apprenant cette union, beaucoup vont se détourner d'Isabelle, qui a manqué à sa parole, qui paraît littéralement s'être jetée dans les bras de l'Aragon, et dès lors, la cause de la Beltranera de l'autre va retrouver des couleurs. Autant dire que nous ne sommes pas loin d'une crise de succession. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous nous racontez cet après-midi, Franck, le parcours d'une femme forte et complexe dans la Castille du XVe siècle, Isabelle la catholique. Son audace politique, bien servie par les circonstances, a fait d'elle, du coup, vous nous le disiez, l'héritière du royaume de Castille. Mais son mariage avec Ferdinand, l'héritier du royaume rival d'Aragon, ne plaît pas à tout le monde. Alors avant que vous nous racontiez la suite, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de choses sur Ferdinand d'Aragon, justement ? Alors c'est l'héritier de l'Aragon, il est devenu dès l'enfance, après la mort de son grand frère, mort assez suspecte, qui d'ailleurs a favorisé de longs désordres dans le royaume. Son héritage comprend entre autres les royaumes d'Aragon, de Catalogne, de Valence. Ça nous parle tout ça en ce moment, et pour cause, c'est une puissance tournée, vous le comprenez, vers l'Est, vers la Méditerranée. Ferdinand est assez beau, il a les cheveux sombres, côté personnalité, il est assez rusé, même capable d'un certain cynisme, avec un caractère fort. Il ne sera pas complètement effacé face à Isabelle, loin de là. Ça va même faire des étincelles, tout ça. Ils sont mariés donc, leurs destins sont liés désormais, et au-delà de leurs divergences, ce qui est assez magnifique, c'est qu'ils vont savoir agir ensemble pour se garantir le pouvoir. Le premier pas décisif, Isabelle le franchit seule. À la fin de 1474, quand la nouvelle de la mort d'Henri IV de Castille, bien sûr, parvient à Ségovie, où elle vit, Ferdinand est absent, pas le temps de l'attendre, il faut agir vite, et le jour suivant, Isabelle organise son couronnement, cérémonie qui ne se fait pas vraiment dans les formes, peu importe, c'est assez pour que cette princesse de 23 ans se présente comme la reine Isabelle Ière de Castille. Il va maintenant lui falloir s'imposer, y compris face à son mari. Voici ce que nous raconte Jean-François Saulnon. Ferdinand s'empressa de rejoindre Ségovie. Il reprocha à la reine sa précipitation et présenta ses exigences. Les échanges furent vifs. Isabelle n'entendait abandonner aucune parcelle de son tout nouveau pouvoir, alors que son mari, persuadé que leur convention de mariage était de pure forme, imaginait se voir remettre la totalité de l'autorité royale. Face à la résistance de sa femme, Ferdinand menaça de repartir pour l'Aragon. Il fallut négocier. C'est un vrai bras de fer. Et Isabelle argumente bien.
elle l'emporte sur l'essentiel. En Castille, c'est elle qui dirigera et Ferdinand, en compensation, se contentera de la direction des troupes, disons. Il va falloir quand même se battre, puisque la fille prétendument illégitime d'Henri IV, la fameuse Beltranera dont je vous parle depuis tout à l'heure, est toujours là. Quant au roi de Portugal, déçu de ne pas s'être emparé de la Castille par une union avec Isabelle, il va essayer de profiter du désordre, comme à chaque fois. Et d'ailleurs, il passe à l'attaque en 1475. Il se marie avec la Beltranera, ce qui lui permet de revendiquer ses droits. Magnifiquement joué. Cette alliance, si vous voulez, entre Portugais et rebelles castillans, cette alliance, c'est pour Isabelle une menace terrible. Sauf qu'en 1476, la victoire militaire de Ferdinand à Toro, près du Portugal, va redonner un petit peu d'air au couple royal. Cela n'est pas terminé. Isabelle entend encore pourchasser les insurgés. Ferdinand pense que la priorité, c'est de répondre à une attaque parallèle française contre l'Aragon, parce que de l'autre côté, les Français attaquent. Bref, nouveau désaccord entre les époux qui ont sans doute tous les deux raison. Chacun, en tout cas, va agir de son côté. C'est l'occasion pour Isabelle de prouver encore ses qualités de dirigeante. Jean-François Saulnon raconte « Parfois seule, parfois accompagnée du roi, Isabelle conduisit ses troupes vers les terres rebelles. On la vit en Galice, en Estrémadour, dans la région de Murcie en Andalousie, sans oublier de talonner les arrières de l'armée portugaise qui tardait à repasser la frontière. Cette jeune femme de 26 ans parcourait son royaume sans se lasser, organisait le ravitaillement, haranguait le peuple, commandait aux soldats, ordonnait les assauts, envoyait les rebelles au bourreau, faisait alterner châtiment et négociation, attirait dans son camp les hésitants, récompensait les fidèles. Autant de verbes que chez Corneille, si je puis dire, pour montrer l'activité inlassable de celle qui s'avère être une véritable femme d'État. Il va falloir des années quand même pour mettre fin à tous les troubles et ça passe par une politique très volontaire et une action militaire, vous l'aurez compris. Il faut aussi, n'oublions pas, s'assurer le contrôle des ordres de chevalerie issus de la fameuse Reconquista, des ordres qui ont été mis par Isabelle sous la coupe de Ferdinand. Quant à la Beltranera, là, rappelez-vous, son mariage avec le roi de Portugal, non consommé semble-t-il, va être invalidé. Elle a vraiment perdu sur toute la ligne et voilà qu'elle doit maintenant négocier. Et Isabelle est maligne parce qu'elle lui fait miroiter une union future avec un fils qu'elle vient d'avoir. Mariage qui ne serait possible qu'une bonne décennie plus tard et ne se ferait le moment venu que si le prince l'acceptait. Autrement dit, voilà, on est dans les châteaux en Espagne. La Beltranera préfère une sortie plus digne, celle qui se voit toujours reine légitime, entre dans les ordres. En 1480, elle va vivre jusqu'en 1530. C'est d'ailleurs un personnage très intéressant. Alors, la lutte d'Isabelle s'achève, son autorité s'impose. Pendant ce temps, Ferdinand monte sur le trône d'Aragon en 1479, parce que ça y est, cette fois son père est mort. Et voilà comment se structure cet État bicéphale, cet État résolument catholique, puissant, très composite certes, sans réelle vocation à une unité durable, pense-t-on. Pour le couple royal se posent un certain nombre de questions brûlantes, à commencer par celle des conversos, ces juifs convertis au christianisme, que beaucoup soupçonnent de pratiquer clandestinement leur ancien culte. De nombreuses voix appellent à les punir. Isabelle cherche à gagner du temps, elle voudrait encourager les conversions sincères par un effort de pédagogie, mais il y a Ferdinand qui est là et qui lui est partisan de la plus grande dureté, quitte à basculer dans ce qu'il y a de plus odieux, dans la violence, l'intolérance, l'injustice, et pour ça, il faut des moyens d'action. Isabelle et Ferdinand vont obtenir du pape, qui, disons-le, n'est pas très enchanté par l'idée, mais c'est ainsi, ils obtiennent du pape de placer sous leur autorité un tribunal de l'Inquisition, qui donc est dédié en particulier à la lutte contre les faux convertis, et cette fois, le point de vue de Ferdinand l'a emporté. Vous avez vu qu'Isabelle s'était laissée faire d'une certaine manière. La page glorieuse de l'histoire ibérique qui s'ouvre va être aussi, disons-le, une page sanglante. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Isabelle Ier de Castille, une femme forte, une reine au caractère bien trempé, et il y a une année très importante dans son règne. C'est 1492, dans cette année dont je vous parlais tout à l'heure, très importante dans l'histoire occidentale. Il y a quand même une chose dont je ne vous parle pas depuis le début, c'est la présence toujours des musulmans à Grenade. Or, 1492, c'est janvier, 1492, c'est la chute de Grenade. C'en est fini du dernier État musulman de la péninsule. Dans le monde chrétien, c'est un succès incroyablement prestigieux. C'est pour ça qu'on les appelle les rois, les souverains catholiques. C'est grâce à cette victoire-là. Et puis,
1492, c'est l'année du premier grand voyage de Christophe Colomb en quête d'une voie vers les Indes par l'ouest. Isabelle va jouer un rôle très important dans cette affaire. Ferdinand, lui, s'intéresse moins à cette histoire, mais dès 1486, la reine a accepté d'écouter ce navigateur génois. Alors c'est vrai que l'affaire a traîné un peu, et même à une époque, Colomb a pensé se rabattre sur le Portugal, sur la France ou sur l'Angleterre. Mais après la prise de Grenade, Isabelle a immédiatement fourni à son navigateur, si je puis dire, les moyens nécessaires. Et Christophe Colomb lui rendra hommage. Tous se moquèrent de mon projet, seule votre Altesse, il se trompe de titre me semble-t-il, fit preuve de foi et de constance, et ce fut, on n'en peut douter, par une lumière du Saint-Esprit. Et puis, 1492, c'est l'année de l'expulsion des Juifs des territoires espagnols, avec toutes les violences, toutes les tragédies que je sous-entendais tout à l'heure. Et ça, on a plutôt tendance à l'attribuer à Ferdinand, ce qui est à relativiser. Je poserai la question à Jean-François Solnon dans un instant. Concernant l'expulsion des Juifs, il semble bien qu'en fait les deux soient bien à la manœuvre. Cela étant dit, il est vrai qu'Isabelle s'est montrée sur d'autres sujets plus humaines aux yeux de ses contemporains. C'est visible dans l'attention qu'elle porte aux populations découvertes dans le Nouveau Monde notamment, puisque là encore, Ferdinand est beaucoup plus dur. Je cite encore Jean-François Solnon. « Ce fut elle qui, après avoir reçu l'investiture du pape sur les territoires à découvrir, s'acquitta de la tâche d'évangélisation de leurs habitants. Elle encore, qui, selon les mots de Las Casas, ne cessa jamais, je cite, de demander qu'on traitât les Indiens avec douceur et qu'on prît des mesures pour les rendre heureux. » Fin de citation. Elle enfin, qui condamna l'initiative de Colomb de vendre en 1496 300 esclaves indiens à Cadix. De quel droit l'amiral lança-t-elle, réduit-il ainsi mes sujets en esclavage? Au moment où elle meurt, cette Isabelle, ça tarde plus maintenant, c'est en novembre 1504, après quand même une trentaine d'années de pouvoir, il est difficile de porter sur son règne et sur sa personnalité un jugement véritablement tranché. Ce qui est sûr, c'est qu'elle laisse derrière elle l'esquisse d'une puissance colossale. Cette Espagne, d'abord unie, qui n'est pas encore tout à fait constituée, mais qui est en train de prendre littéralement le contrôle de toute une partie du monde. À sa mort, la Castille passe entre les mains de sa seule fille survivante, Jeanne la folle, qui en réalité ne pourra pas régner. Assez vite, c'est Ferdinand qui reprendra les commandes. Quant à l'Aragon, le roi catholique en demeure le souverain jusqu'à sa mort en 1516. Avec les dates que je vous cite là, vous voyez que Charles Quint n'est plus très loin. Bonjour Jean-François Solnon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette grande figure. On a envie de dire ces grandes figures, vous les avez évidemment réunies dans votre ouvrage sur les couples royaux, Isabelle et Ferdinand, souverains catholiques qui sont d'abord et avant tout les vainqueurs de Grenade. Oui, dans cette année 1492 qui est considérée pas comme une année admirable pour la découverte de ce qu'on n'appelle pas encore le Nouveau Monde, puisqu'on ne le sait pas. On ne sait pas encore. Mais une année qui est admirable aussi pour d'autres raisons qui ne sont pas exactement les raisons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer comme admirable la création de l'Inquisition. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais à l'époque, on trouve ça magnifique. On trouve ça très bien. On ne peut pas considérer comme admirable l'exil forcé des Juifs. Non, là, mais à l'époque, on considérait que c'était une très bonne chose, puisque les autres pays européens avaient déjà chassé les Juifs de leur territoire. C'était le cas de la France, c'était le cas de l'Angleterre, c'était le cas de l'Allemagne. Et c'est en Espagne seulement que les Juifs continuaient à vivre, assez bien d'ailleurs, jusqu'à cette année 1492. Donc vous voyez, cette admirable année peut être considérée selon les époques, selon les périodes, selon les mentalités qui sont différentes. Il n'en reste pas moins qu'on a affaire à un couple assez extraordinaire, de personnes qui ont dû lutter pour acquérir un héritage, pour acquérir une couronne. Il faut savoir tout de même que Ferdinand d'Aragon est au milieu d'une guerre civile interne qui dure une dizaine d'années. Quant à Isabelle, vous l'avez raconté très bien, il a fallu véritablement faire acte de volontarisme en même temps que de prudence pour atteindre la première place. Nous allons reprendre tout cela ensemble, si vous le voulez. La première question que j'ai envie de vous poser, mais ce sera dans une seconde, c'est de savoir si elle était quand même un peu plus humaine que son mari. On a l'impression que le mauvais rôle, le bad cop de l'affaire, ce serait Ferdinand, et la gentille, ce serait Isabelle. Est-ce que c'est si vrai que ça? Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire d'Isabelle la catholique. Nous sommes en Espagne au XVe siècle et nous allons en savoir plus sur elle et son mari, le roi Ferdinand d'Aragon. Grâce à Jean-François Saulnon, vous avez invité l'historien à vos côtés et auteur des couples royaux dans l'histoire paru chez Tempus. Isabelle est une femme de tête, est une femme de caractère. Elle domine son temps d'une certaine manière, nous verrons jusqu'où. Est-ce qu'elle est, j'allais dire, plus humaine que Ferdinand ? On a l'impression que vis-à-vis des habitants autochtones du Nouveau Monde, les fameux Amérindiens, on a l'impression que vis-à-vis des victimes de l'Inquisition, et tout spécialement des fameux Juifs qui sont expulsés en grand nombre sous son règne, elle aura été moins dure, moins rigoureuse que son mari. Très probablement. Un chroniqueur de l'époque, qui a écrit la biographie en quelque sorte d'Isabelle et de Ferdinand, écrit volontiers la formule suivante: une seule volonté en deux corps. Oui, c'est ça. Une seule volonté en deux corps, c'est-à-dire qu'il est très difficile de savoir la responsabilité de l'un et de l'autre pour une décision. Il est probable que Ferdinand ait un rôle militaire parce que c'est une affaire d'homme plus importante, mais Isabelle est présente tout de même. Elle sait conduire des armées, elle sait énumérer les régiments nécessaires ou l'équipement nécessaire. Donc dans presque tous les domaines, ils sont à part égale. C'est si vrai d'ailleurs qu'on a imaginé un adage, une sorte de formule qui les rassemble l'un et l'autre. C'est le fameux tanto monta. Tanto monta ou monta tanto, Isabelle comme Fernando. C'est qui est une formule qui n'existe pas en réalité en espagnol, mais qui veut nous montrer qu'ils font les choses ensemble. C'est une sorte de couple, disons, fusionnel. On dit tellement à l'époque que le roi et la reine ont fait, le roi et la reine ont décidé, qu'un humoriste de l'époque, il en existait quand même quelques-uns, avait dit un jour, eh bien, on apprend que le roi et la reine ont accouché ensemble d'une fille. Ah oui, quand même, c'est drôle d'ailleurs d'avoir ça à l'époque. Il y a cette notion-là. Et pourtant, il y a un petit signe anecdotique que j'ai découvert récemment, pour ne rien vous cacher, qui est assez symptomatique. Quand vous allez dans la chapelle royale de Grenade, là où le couple des rois catholiques est enterré. Et là où nous emmènera tout à l'heure Vanessa Za. Eh bien, on lui souhaite bon voyage. Et on lui souhaite surtout de regarder la tête d'Isabelle et de Ferdinand qui reposent, ce sont les gisants, ces têtes reposent sur des coussins. Eh bien, la tête d'Isabelle s'enfonce un peu plus profondément dans l'oreiller que celle de son mari. Et là, je crois que le sculpteur avait deviné tout à fait le départ entre l'un et l'autre. Ah, c'est magnifique ce que vous Et dites. alors, il est vrai que face aux Amérindiens, face aux Juifs, Isabelle était plus disponible à écouter des revendications. Elle avait même d'ailleurs affirmé que les Juifs étaient placés sous sa protection pendant très longtemps. Et elle a refusé, en effet, à Christophe Colomb de voir arriver des esclaves amérindiens sur les côtes de Castille. Donc, il y a une petite différence ici sensible entre ces deux êtres. Oui, petite différence qui ne se ressent pas sur un plan politique, car c'est leur passion commune, la politique. C'est assez rare que des souverains qui sont souverains, alors là vraiment j'allais dire par hasard, en tout cas par la grâce de Dieu, dirons-nous, il est assez rare qu'ils aient la passion de la politique. C'est incontestablement le cas d'Isabelle, il semble bien que ce soit aussi le cas de Ferdinand. Oui, la passion est partagée, mais c'est d'ailleurs un des rares couples dans l'histoire qui est dénommé non pas par les prénoms de chacun, mais par cette expression qui a fait Florès, ce qu'on appelle les rois catholiques. Et voilà, exactement. C'est assez rare pour être noté. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas encore d'écriture inclusive à l'époque, donc on mettait pas roi, point, je ne sais quoi. On se contentait du neutre, parce que c'est un neutre au passage, ce qu'on a tendance à oublier. Alors, la vie d'Isabelle a été une vie relativement dure et qui a forgé son caractère très tôt. C'est-à-dire que on peut pas dire que la vie ait été tendre avec elle dans les premières années de sa vie. Elle a dû se battre. Rien ne lui a été donné. Rien ne lui a été donné. Il a fallu se battre constamment. Et elle est orpheline très tôt de père. Sa mère ne s'occupe pas beaucoup d'elle parce que sa mère a des difficultés disons, mentales. Elle vit à la cour de son demi-frère Henri IV de Castille, qui est une cour où l'anarchie, il faut bien le dire, règne, qui est mal tenu, en quelque sorte, par ce personnage qui n'a pas laissé un grand souvenir dans l'histoire espagnole. Et par conséquent, avec beaucoup de sagesse et de volonté, elle a su attendre son heure
et avancer ses pions, mais encore une fois, avec sagesse. Et même lorsqu'elle est en position de recueillir une couronne fort vacillante, elle refuse intelligemment et elle préfère que la couronne lui soit donnée en succession par Henri IV. Elle sait que son demi-frère est beaucoup plus âgé qu'elle, Oui. qu'il va mourir un jour et que la couronne va lui échoir. Donc il est inutile de précipiter les choses parce que si elle s'était déclarée... C'est un défaut de légitimité. Oui, si elle s'était déclarée très tôt comme reine de Castille, évidemment, la société allait se scinder, se couper en deux, et l'anarchie et la guerre civile allaient régner. Donc, imaginez cette jeune fille, parce qu'elle est encore très très jeune, qui est capable de comprendre qu'il faut être patient pour accéder le moment venu au pouvoir. Et au frère du roi de France, à l'héritier du roi de Portugal, elle va préférer un héritier d'Aragon. C'est-à-dire que là, est-ce qu'il y a la volonté d'unifier la péninsule dans son esprit ? Alors, pas encore. Non. Pas encore. On en a fait trop souvent, y compris jusque sous le règne de Franco. On en a fait une sorte d'artisan de l'unité C'est ça, voilà, hein. intégrale Ouais, c'est ça, de l'Espagne. C'est pas le cas. Il y a pas un programme préconçu. Parce que finalement, à quel pays voisin la Castille pouvait s'allier ? Un pays aussi riche que la Castille, c'était le Portugal. Mais c'était pas la couronne d'Aragon. C'était pas la couronne d'Aragon. Alors c'est parce qu'il est beau et qu'il est brun qu'elle choisit Ferdinand ? Non, c'est pour éviter une scission à l'intérieur du camp qui la pousse au pouvoir. Car il y a un parti aragonais et puis il y a un parti portugais. Par conséquent, elle a considéré qu'il valait mieux s'allier matrimonialement, en quelque sorte, avec l'Aragon. Mais l'Aragon, vous savez, c'est 5 ou 6 fois moins de population que la Castille, c'est 3 fois moins de superficie que la Castille. C'est une couronne d'Aragon qui ne connaît plus l'expansion économique qu'elle a connue dans le passé en regardant la Méditerranée. Donc elle a su choisir cet homme, cet héritier qu'elle n'avait jamais vu. Par chance, ils ont à peu près le même âge. Et donc, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont mener véritablement une vie de couple plutôt modifiée, assaisonnée par la même volonté. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire jusqu'à 15h d'Isabelle la catholique et son mari, le roi Ferdinand d'Aragon. Ces couples royaux dans l'histoire, c'est Jean-François Saulnon qui vous les raconte dans son livre paru aux éditions Tempus. Et puis si vous avez envie de voyager, vu que les fêtes de fin d'année approchent, nous vous recommandons également le livre Versailles, Vérités et légendes, paru également chez Perrin. Versailles, Vérités et légendes, qui est votre nouveau livre chez Perrin, dont vous étiez venu nous parler il y a quelques semaines, Jean-François Saulnon, et qui permet de faire d'être invité. Voilà, ce qui faisait le départ, si je puis dire, entre ce qu'on doit pouvoir penser de Versailles et ce qu'on en pense généralement, sans réfléchir. Mais vous nous faites réfléchir, ça c'est pas mal. Alors, on parle de l'Espagne depuis tout à l'heure. On devrait plutôt parler de la péninsule ibérique et des Espagnes. D'ailleurs, on parlait bien à l'époque, c'était l'expression qu'on utilisait de ce côté-ci des Pyrénées, on parlait bien des Espagnes parce qu'il y en a plusieurs. Oui, parce que cette péninsule ibérique a été envahie par les musulmans, par les Arabes et Berbères musulmans au début du 8e siècle et ensuite a commencé cet épisode très long sur plusieurs siècles, sur 7 à 8 siècles, qui est peut-être l'événement le plus important de toute l'histoire de l'Espagne et qu'on appelle la Reconquista. Mais cette Reconquista, elle s'est faite d'une manière un peu désordonnée, avec des avancées, avec des reculs. Par conséquent, on n'a pas une Espagne unie. Et c'est à partir d'Isabelle et de Ferdinand qu'on a l'amorce, j'ai bien dit l'amorce, d'une future unité. Car ce qui réunit la couronne de Castille avec la couronne d'Aragon, c'est une union dynastique. Bien sûr. Chaque parti conserve ses institutions, sa monnaie, son armée. Cette Reconquista, elle a duré des siècles et des siècles. Elle a structuré l'Espagne. Elle a donné une très grande puissance à un certain nombre de chefs militaires, les fameux grands d'Espagne, tous ces grands... Elle a créé des mythes aussi, le oui, mythe de Santiago, oui, le mythe du Cid, oui. Campeador. Mm-hmm. Donc ça a été vraiment un foyer extraordinaire pour l'identité espagnole. Comment expliquer que Grenade finisse par sombrer ? Alors Grenade, c'est une petite province qui s'étend sur à peu près 30 000 km². C'est Grenade, Marbella, à peu près un petit peu sur la province de Cadix, un petit peu sur la province de Jaén, qui est au nord de Grenade. C'est une petite population musulmane, c'est 300 000 habitants, probablement pas davantage. Et c'est le dernier foyer, mais il ne faut pas imaginer que l'Espagne tout entière a ces espèces d'enclaves musulmanes. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des contacts. Oui. Comme souvent d'ailleurs dans l'histoire. Tout c'est perméable. Voilà, c'est perméable. Il y a certes des
des guérillas, des petites guerres. Mais le souverain de Grenade, au moment de la conquête par Isabelle et Ferdinand, le petit roi, le fameux petit roi Boabdil, c'est quelqu'un qui est en pourparlers avec l'Espagne. Il a d'ailleurs été fait 2 fois prisonnier par les Espagnols. Il a été relâché. Pourquoi l'a-t-on relâché ? Parce qu'on savait qu'il allait créer une sorte de division à l'intérieur du royaume de Grenade. Donc le moment est venu en 1492, au bout de 10 ans de lutte, où Ferdinand et Isabelle créent une ville entière qui est au pied de Grenade, qui s'appelle Santa Fe. Il y a une sorte de provocation, évidemment, la Sainte Foi par rapport à l'islam. Cette ville existe encore. Elle se situe aujourd'hui entre l'aéroport de Grenade et la ville même de Grenade. Et c'est là où on attend la chute de cette ville. De cette ville qui a laissé, advenir, hein. Mais qui a surtout embelli les imaginations. Parce que qu'est-ce que c'est que Grenade ? C'est l'Alhambra, c'est le patio des Lions, Merveille. C'est le Généralif, Mais et oui. tout ça. On va joue visiter à cette ça avec époque-là. Vanessa Zah dans un instant. C'est vrai que c'est un des trésors de cette civilisation arabo-musulmane, avec aussi, disons-le, l'impression d'un mouvement irrépressible, hein, puisque cette reconquista avait atteint vraiment sa maturité. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de l'Inquisition, on en a dit un mot, peut-être qu'on consacrera un jour une émission entière à l'Inquisition. On a parlé de l'expulsion des Juifs. Tout ça, c'est cette même année 1492, c'est la date du jour. Ce que j'aimerais évoquer également 1492, c'est Christophe Colomb. Est-ce que, oui ou non, Isabelle a personnellement soutenu ce navigateur ? La réponse est oui, sans ambiguïté. Christophe Colomb, avec son projet fou, s'est présenté d'abord au Portugal, et puis au Portugal, on a expliqué que c'était un projet qui ne pouvait pas tenir la route, comme on dit aujourd'hui. Et puis surtout, il avait des exigences folles. Il disait, sur les terrains à conquérir, je veux être nommé amiral, je veux percevoir 10% des recettes, etc. Donc on a dit, non, vous exagérez vraiment. Et puis de toute façon, votre projet ne tient pas vraiment. Il y a trop d'ambiguïté, il y a trop d'incertitudes. Alors à partir de ce moment-là, Christophe Colomb est allé voir Isabelle en 1486. Elle l'a écouté, elle lui a expliqué que c'était probablement pas possible et qu'il fallait faire autre chose. Mais Christophe Colomb a beaucoup de ténacité, la même ténacité que celle d'Isabelle d'ailleurs, est allé voir un couvent des franciscains au sud de l'Espagne, il a fait accepter son projet. Et puis les franciscains, c'est pas la royauté, donc il a dû attendre. Il a envoyé d'ailleurs son frère en Angleterre, il a envoyé son frère en France aussi pour espérer avoir des soutiens. Et il revient voir Isabelle à la fin de l'année 1491. On est là dans l'effervescence de la conquête de Grenade. Grenade tombe le 2 janvier 1492 et au printemps suivant, au mois de mars ou au mois d'avril, eh bien Christophe Colomb est reçu une nouvelle fois par Isabelle et son projet est accepté, c'est-à-dire que les rois catholiques vont financer les 3 bateaux, la Nina, la Santa Maria, les fameuses caravelles. Voilà, les fameuses caravelles qui vont faire la découverte des îles Bahamas. Punta, la troisième, c'est la Punta, cherchez le nom. La Nina, la Punta et la Santa Maria. Alors, ça va être évidemment le début du Grand Empire. Ce qui est passionnant avec ce règne d'Isabelle et de Ferdinand, qui lui survit un peu, qui lui ne mourra qu'en 1516, oui. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que c'est le début de ce qu'on appellera le siècle d'or espagnol. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Espagnols auront conquis les territoires américains, l'or des Amériques va arriver à pleine caisse, par pleine cargaison en Espagne. On peut s'interroger pour savoir si c'est un bienfait. Ah. Paradoxalement, ça semble l'être. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cet or ? Alors voilà. On va l'immobiliser dans des constructions, dans des décors. Et on va enrichir toutes les manufactures de l'Europe entière. Exactement, en important des produits fabriqués. Et surtout, on va décourager les nobles espagnols de travailler. Par conséquent, à terme, cette arrivée de métaux précieux, d'or et d'argent, du Pérou ou du Mexique, va se révéler beaucoup moins productif qu'il n'y paraît. Et ça va amorcer en quelque sorte ce qu'on appelle volontiers une sorte de déclin. Oui, de déclin. Mais il y a une contradiction dans l'histoire de l'Espagne. Au moment où elle connaît ce déclin, à la fin du règne de Philippe II, cette chose terrible, comme disait Victor Hugo, eh bien c'est là où l'art et la littérature espagnole vont se développer. Murillo, Zurbarán, Velázquez. Bien sûr. C'est très étonnant et passionnant. L'histoire de l'Espagne, c'est infini. Les couples royaux dans l'histoire, c'est le titre de votre ouvrage réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus, Jean-François Saulnon. Et puis je voulais citer également de notre ami Yann Kerlo,
aux éditions Albin Michel, L'Insoumise, qui est la véritable histoire de Jeanne la Folle. Merci beaucoup. Nous avions la tête dans cette Espagne extraordinaire. On y reste si vous le voulez bien. Avec Vanessa, nous allons partir pour Grenade. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et après avoir beaucoup parlé de cette Espagne, maintenant, Franck, il est temps d'aller sur place avec notre guide Vanessa Za, qui est chroniqueuse tourisme culturel et patrimoine sur Europe 1 et que vous retrouvez tous les samedis et dimanches matins dans les escapades culturelles avec Wendy Bouchard. Oui, l'Espagne et l'Andalousie, en l'occurrence, cette merveilleuse Andalousie qui vous a plu. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck. Visiblement, vous êtes... Plus que plus. Ouais, je suis enchantée. J'aurais dû rester là-bas d'ailleurs. En fait, je repars. C'est votre bonheur, ça, en fait. Mon bonheur. Moi, j'adore surtout cette ville. Lorena nous en parlera aussi, parce que Lorena a vécu là-bas. Et c'est vrai que vous êtes au pied de cette Sierra Nevada et vous avez comme un pop-up, en fait, en premier plan, cette forteresse de l'Alhambra, qui veut dire la rouge, puisqu'elle rougit au coucher du soleil, et qui reste vraiment le symbole de l'architecture arabe, donc de cette époque. Il ne reste d'ailleurs que ça, parce que finalement, toutes les mosquées ont été détruites petit à petit, alors qu'on sait très bien qu'Isabelle avait promis que on essayerait de conserver le culte de chacun, et puis malheureusement toutes les traces de l'histoire se sont au fur et à mesure effacées. Voilà. Donc, ce roi Boabdil dont nous parlions avec Jean-François il y a un moment va effectuer la reddition. Là. C'est la chute de l'Alhambra en fait. C'est la chute de l'Alhambra, c'est pour ça que c'était un lieu incontournable. Il y a une page de l'histoire qui se tourne et il rend donc en janvier 1492, après 8 siècles de domination musulmane, les clés donc de l'Alhambra à ceux qu'on allait désormais appeler les rois catholiques. 2 kilomètres de rempart, faut imaginer ce que c'est quand même. C'est une sorte c'est une ville fortifiée en fait. C'est une ville, plus qu'une forteresse qu'un palais, c'est une ville. On y trouve des bains, on y trouve une mosquée, une forteresse, l'Alcazaba, des jardins, les jardins donc du général Yves dont on a parlé tout à l'heure. Et puis il y a tous ces palais, les palais Nasrid, et puis celui donc de Charles Quint. Il faut prendre son temps, ça se savoure l'Alhambra. Il faut au moins y rester 5 heures. Il faut déambuler dans chaque patio, dans chaque recoin de palais. Je le dis la aussi. Cour des Myrtes, qui est une merveille absolue. La Cour des Lions. Alors bien moi, sûr. la Cour des Lions, évidemment, qui est extrêmement connue, mais elle me plaît, moi, cette Cour des Lions, cette cour secrète du sultan et de ses femmes, parce que elle recèle de plusieurs légendes. Alors après, à vous de choisir celle qui vous plaira. Sur place, il y a en effet une fontaine avec 12 lions donc qui sont sculptés, qui crachent de l'eau. 12 lions dont on ne voit que la tête en fait. Dont on ne voit que la tête. Et c'est vrai que les musulmans en plus ne représentaient que très rarement les animaux. Alors on dit qu'ils représentent les 12 signes du zodiaque, que dans le symbolisme anthropogène, ce seraient les 12 tribus d'Israël avant qu'elles ne se divisent en juifs et en arabes, que ce serait une horloge à eau qui marque les heures des ablutions. Mais moi ce que je préfère, c'est la fameuse légende du talisman et d'une princesse Zahira. Donc allez sur place pour découvrir la magie qui opère dans ce patio. Avec tous ces jardins aussi, ces jardins en espalier, l'escalier des eaux dans le jardin du général Yves, ça c'est splendide. Ça c'est splendide. Alors il est de plus en plus caché par la végétation et donc vous descendez cet escalier qui est entouré donc de rigoles d'eau. Donc l'eau glisse comme ça et aboutit à un oratoire qui est niché dans une partie supérieure de la muraille. Et en fait dans le passé cela permettait aux fidèles musulmans, puis chrétiens après en fait, aux musulmans de faire leurs ablutions avant la prière. Et c'est aujourd'hui un endroit qui est rempli de poésie et c'est d'ailleurs c'était l'endroit d'ailleurs préféré de Federico Garcia Lorca. Bien sûr, voilà. Oui. Donc c'est en même temps l'occasion pour moi de rappeler que l'Alhambra et la ville de Grenade ont attiré beaucoup d'écrivains, dont Chateaubriand, même Washington Irving, et qu'il y avait énormément de voyageurs. Et il faut savoir qu'au 19e siècle, les voyageurs avaient même le droit de dormir dans les salles du palais. Voilà, ce qui n'est plus possible. Alors il faudrait aussi évoquer le palais de Charles Quint, on n'a pas trop le temps. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater en dehors de l'Alhambra Alors évidemment, en face de l'Alhambra, vous avez sur la colline les vieux quartiers de l'Albaicín et du Sacromonte. Donc dans le quartier de l'Albaicín, c'est cette médina qui est un labyrinthe de très vieille ville, de 3000 ruelles, avec les fameuses Carmenes, ces villas toutes blanches avec leurs patios et leurs miradors. Carmen, ça vient du terme arabe
carmes, vignes, parce que dans toutes ces villas, il y a à la fois des jardins et des potagers. Aller humer comme ça les fleurs d'oranger, regardez les citronniers, enfin les pruniers, les pêchers, les poiriers. Profitez-en. Et moi, je vous donne rendez-vous surtout pour le coucher du soleil au Mirador San Nicolas. Et puis, on va faire un petit tour à Sacromonte, dans le quartier des Gitans, pour apercevoir ces petites maisons troglodytes typiques dans lesquelles ils vivaient. Et puis là, pour Noël, s'il y a de la neige, on peut aller jusqu'à la Sierra Nevada. Hein, oui. C'est à 1 heure de là pour aller faire un petit coup de ski. Mais voilà. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Vous êtes donc chez vous aujourd'hui. Un petit peu, à dans Grenade, ma ville de cœur. Et vous nous emmenez visiter un parador. Hein. Oui. Vous nous avez parlé déjà de ces paradores, Oui. c'est-à-dire de ces anciens hôtels construits dans des forteresses. Dans des forteresses, des palais, des châteaux, des couvents ou des sites naturels. Et celui de Grenade vaut vraiment le détour. C'est sans doute l'un des plus extraordinaires que je connaisse. On est dans l'enceinte même de l'Alhambra, entre ses jardins, ses fontaines. Il est ouvert depuis 1945. Ce parador, c'est un ancien couvent franciscain que les rois catholiques font construire en 1495 sur un C'est palais. l'anagramme de 1945, mais il n'y a aucun rapport. Sur un palais de la dynastie Nasride. L'Alhambra, à ce moment-là, vient d'être conquise. Il y a d'ailleurs quelques restes conservés, comme la salle Nathari. Et c'est la superposition des styles architecturaux, mozarabe, Nasride, etc., qui rendent vraiment ce parador exceptionnel. Et c'est là que se trouvait la première tombe de la reine Isabelle la catholique. Oh, mais ça s'appelle retomber sur ses pieds. Voilà, puisqu'Isabelle la catholique l'avait demandé dans son testament. Elle a été enterrée sous le plancher dans le presbytère du couvent. Et puis, bien sûr, ensuite, son corps a été déplacé à la chapelle royale. Vous vouliez aussi nous parler du Carmen del Corbettizo. Puisque Vanessa parlait des Carmenes, en fait, celui-ci se situe dans la partie inférieure de l'Albaicín. En fait, c'est ce quartier donc bâti sur une colline avec toutes ces petites maisons blanches, ces ruelles très étroites. Et à l'époque des Nasrides, ce quartier était habité par beaucoup de musulmans, bien sûr, qui fuyaient la reconquête. Et cet hôtel est typique de l'architecture arabo-andalouse. Le Cobertizo, en fait, c'est une sorte de passage qui favorisait les soulèvements des morts qui résidaient dans ce quartier. C'est un toit sailli d'un logement qui sert de pont entre deux maisons. En fait, c'est une petite ruelle très étroite et vous avez un passage qui, on peut passer d'une maison à l'autre par-dessus la ruelle. Exactement. Et il y en avait une centaine de maisons comme ça. C'est ça, les Cobertizos. Voilà, Cobertizos. Et il y en avait une centaine. Aujourd'hui, il n'en reste que 5, dont celui-ci, où on peut dormir. C'est une sorte de petit palais Renaissance du XVIe siècle, sur des vestiges arabes du XIe. Il y a un patio central, bien sûr, typique de l'Andalousie, avec de grandes colonnes, qui a été transformé en salon principal. Et toutes les chambres se situent au-dessus, au premier étage de la galerie patio, avec vue sur l'Alhambra et les jardins et le potager dont on parlait, avec une piscine aussi. En ce moment, oui. Avec en ce moment un soleil qui est quand même assez bas sur l'horizon et qui fait miroiter tout ça de toutes les couleurs possibles, du levant et du couchant. D'oranger, de rouge. Oui. On peut peut-être donner un petit guide pour aller visiter. Ah ben volontiers. Le guide des éditions Jonglaises sur Grenade secrète et insolite. Ça, faut l'avoir dans sa valise. C'était le conseil supplémentaire de Vanessa Zah. Merci à toutes les deux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.